vrai que bah, aujourd'hui, ouais, on voit pas très bien. Peut-être de là, on verra mieux le relief. Mais vous n'étiez jamais revenu sur les lieux? Vous Non. avez eu l'occasion, non? Non. Et puis je vous dirais que ça change tellement les banlieues que vous On savez. n'a pas pu changer, c'est le canal. Non, mais le je crois canal, que non, tout, mais la rue était beaucoup moins large que ça. Moi, ma section, j'étais un peu plus loin, je crois, à l'angle. Il faudrait qu'on aille jusque là-bas voir On la ira rue. après, J'étais un peu à l'angle là, de cette rue pour être en soutien. Et vous dire que je reconnais maintenant, c'est très difficile. Hein, ça, plus en plus que le canal Parce a que changé. Monsieur Franc Oui. était en soutien parce qu'il commandait une section un peu spéciale. Moi, je commandais, oui, la section de mitrailleuses, mais il y avait presque peu de mitrailleuses parce que nous avions été bombardés. D'abord, on a eu des combats sur la Somme, et puis après, en traversant, en se repliant sur l'Oise, on s'est battu à Pont-Sainte-Maxence, c'est un combat terrible, à Pont-Sainte-Maxence. Et ensuite, en se repliant de Pont-Sainte-Maxence sur la Nonette, près de Senlis, c'était de nuit, en pleine nuit, on a été bombardé à un carrefour de bois que les Allemands avaient dû repérer en pensant qu'on passerait par là. Et alors là, il y a eu des morts, des blessés. Et puis moi, j'étais une section de mitrailleuses alpines qui montaient sur mulets, sur des bas, sur des mulets. Et alors malheureusement, mes mulets, dans la nuit, il y en a qui se sont échappés, qui ont perdu leur chargement sur le bombardement. Ce qui fait que je n'avais plus, qu'il me restait peut-être une ou deux mitrailleuses tout au plus. Je ne me rappelle plus exactement. Et vous étiez combien d'hommes? Une section, normalement, on était une trentaine d'hommes, mais là, il m'en restait déjà beaucoup moins. Qu'est-ce qu'il m'en restait je ne sais plus, à peine une vingtaine. Et peu d'armes. Et oui, alors il y avait quelques fusils mitrailleurs, et puis, je vous dis, les deux mitrailleuses. Malheureusement, je n'avais plus mes mulets et on ne pouvait pas transporter les deux hommes, les mitrailleuses, c'est trop lourd. Hein, c'est pas... Alors donc, moi j'étais, c'était je crois la première compagnie qui était la première compagnie qui était là. Et moi j'étais un peu en arrière, en soutien. D'ailleurs, à un moment donné, on a été appelé un peu en renfort, on s'est un peu avancé par ici, mais c'était presque... C'était près du soir et le combat s'est ralenti à ce moment-là. Nous sommes repartis, alors là, toute l'histoire est racontée dans le bulletin historique de l'année dernière. On a été guidé dans cette banlieue parce que c'est très difficile de se repérer dans les banlieues quand on ne les connaît pas bien, surtout la nuit. Qu'est-ce que vous avez comme moyen de reconnaissance pour... Il y a une brave femme, c'est raconté dans l'histoire de M. Revel dans son bulletin de l'année dernière, qui nous a pilotés pour nous faire gagner Bondy, Villemomble, pour nous dire passez par là, pas par là, parce que les Allemands sont là, vous seriez tout de suite fait prisonnier ou attaqué. Et grâce à elle, on a pu passer sans être attaqué par les Allemands, et on a pu se replier jusqu'à Ormesson, dans le parc du château d'Ormesson. Oui. C'est très bien. On était au pro pendant quelques heures, et puis de nouveau, un ordre de repli. Et on a dû gagner la gare de Balancourt, qui ma foi est pas très loin de Balancourt. Vers le grand, vous voyez un peu, il faudrait que j'ai une carte de banlieue pour la gare des arrivé près du pont, de nouveau on a été bombardé par des avions italiens cette fois-ci. Vous voyez au début que c'était des avions français, ils avaient trois couleurs, mais ce n'était pas les bonnes, c'était des avions italiens. Et alors il y a eu des morts, des blessés. J'ai un camarade Rapoulon qui a été gravement blessé. Et le pont
tout de même sur lequel il y a une photo avec un avion dessus abattu sur le pont. Le pont n'avait pas encore sauté. On a pu traverser. Alors après, on a gagné derrière la Loire sans Dijon, où on est resté une journée à peu près. Et on devait faire une contre-attaque, mais on n'avait plus rien. On n'avait presque pratiquement plus d'armes. On n'allait pas faire une contre-attaque à la baïonnette contre des chars. C'était pas très facile. Alors heureusement, l'ordre a été changé et on a dû se replier jusqu'à la Motte-Beuvron. On n'a plus d'armes. Le capitaine a disposé des sentinelles autour du bois. Et au petit matin, alors moi j'étais à l'intérieur du bois avec les quelques hommes qui me restaient. Et on a entendu un brouhaha. Alors c'était les sentinelles qui venaient de voir des chars allemands qui arrivaient. Et un des Allemands a dit en français, ne tirez pas, l'armistice est signé. Et puis après, on a tout de suite prévenu le commandant qui, un des officiers a dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on tire? Il a dit non, ce serait un massacre, ça ne servirait à rien. Alors je me rends, on se rend. Et alors à ce moment-là, les Allemands ont dit jetez vos armes. Et puis on est reparti en colonne, direction Orléans, encadré par les chars allemands. Après cette halte, je ne sais pas trop pourquoi, alors on a fait monter quelques officiers dans des voitures allemandes d'officiers, ils avaient leur chauffeur, l'officier est resté dedans et ils faisaient monter deux officiers français. Ils nous ont séparés des hommes qui eux continuent à pied. Et on a gagné comme ça Olivet, les faubourgs d'Orléans. Alors là on est arrivé dans une école, il y avait un bâtiment, une cour d'un côté, une cour de l'autre, et dans une des cours il y avait au moins, je ne sais pas, 50 ou 60 officiers de la division qui venaient des combats de la veille, n'est-ce pas? Et dans l'autre cour, il y avait des réfugiés qui pouvaient entrer et sortir. Il y avait simplement une sentinelle allemande devant la porte, mais qui laissait circuler les réfugiés. Et alors moi j'ai passé la nuit dans ce bâtiment, puis j'avais une forte envie de m'en aller. Et on n'avait plus à s'occuper des hommes, on était séparés d'eux, on ne savait pas s'ils étaient devenus, n'est-ce pas? Alors j'ai été fouillé dans l'école, j'ai découvert deux vieilles culottes civiles qui étaient là. Et je me suis dit, moi j'étais en chasseur alpin avec des culottes bleues au passepoil jaune, culotte de cheval et puis une vareuse et une chemise bleu marine. Et j'ai dit, si je quitte ma vareuse, que je quitte ma culotte de cheval et que je mette la vieille culotte civile, on pourra croire que je suis un des réfugiés qui sont là, qui vont et viennent, n'est-ce pas? Alors j'ai proposé à des camarades, j'ai dit on peut peut-être partir comme ça en passant à travers la salle des blessés, parce que j'avais vu que la porte donnant dans la cour des réfugiés n'était pas fermée. On pouvait croire que l'armistice était signé, on avait l'impression, les Allemands nous avaient dit l'armistice est signé, et on n'avait pas de radio à ce moment-là, n'est-ce pas? On n'avait pas de... Alors, finalement, le capitaine Gillot a accepté. On est descendu en vitesse dans la cave ou dans quelque chose qui était en sous-sol. On a abandonné nos culottes militaires, enfilé les culottes civiles. Et puis, on a traversé la salle des blessés. Et le capitaine Gillot, on a ouvert la porte, le capitaine Gillot est sorti. Et la sentinelle allemande avait le dos tourné vers la rue à ce moment-là. Moi, je suis sorti après lui, mais j'avais gardé un petit sac à dos que j'avais derrière moi. Et au moment où je refermais la porte, la sentinelle allemande s'est retournée. Alors j'ai cru que j'étais pincé, je me suis dit, oh là là, ça... Enfin, alors je n'ai pas bougé, j'ai repris un air négligent, je regardais les réfugiés. Et au bout d'un moment, la sentinelle s'est retournée vers la rue. Alors j'ai vite sauté dans la cour, je me suis mêlé aux réfugiés où était déjà le capitaine Gillot.
Et puis un moment après, on est passé devant la sentinelle, on a dit essayons, puis finalement on ne nous a pas repérés. On est sorti dans la rue et à ce moment-là il y avait des quantités de bicyclettes qui traînaient de tous les réfugiés qui avaient abandonné et tout ça. Et on a pris chacun une bicyclette et on est parti vers le sud. Alors on a traversé la Sologne. On se disait peut-être qu'on arrivera à retrouver les camionnettes du bataillon, parce qu'il y avait quelques camionnettes qui servaient pour les services, pour la comptabilité, pour les ravitaillements, etc., mais pas pour les armes. Et alors nous, on allait se renseigner auprès du curé pour savoir si c'était pas trop dangereux, si on pouvait continuer à circuler, où étaient les Allemands, ils n'en savaient pas grand-chose, mais nous non plus. Alors finalement, on est arrivé sur le Cher. Et sur le Cher, les ponts avaient sauté aussi. Mais il y avait un pont de bateau gardé par des Allemands, des soldats allemands. Alors on s'est dit, est-ce qu'on traverse, est-ce qu'on y va, Et puis on a dit, tant pis, essayons. Et puis on est passé, et ça s'est bien passé, on n'a pas été arrêté. Alors après, on est arrivé dans une ferme où, par un hasard extraordinaire, il y avait des réfugiés qui étaient de Villefranche-sur-Mer et qui connaissaient déjà le 24e bataillon de chasseurs alpins, puisque c'est là qu'on avait notre garnison, n'est-ce pas? Et on a passé la nuit là, et le lendemain, le capitaine Gillot a dit bah, moi je vais, si j'arrive à retrouver quelque chose du bataillon, tant mieux, sinon je vais regagner Villefranche, alors là j'aurai tout de même des renseignements. Et moi j'ai dit bon ben, dans ces conditions-là, moi je vais essayer de retourner dans ma famille près de Grenoble, à Saint-Étienne-de-Saint-Joire, qui est maintenant l'aéroport de Grenoble. Et on s'est séparés. Et puis alors moi j'ai roulé encore pédalé 4 ou 5 jours. Et je suis arrivé à Saint-Étienne-de-Saint-Joire, qui était occupé par les Allemands, parce que les Allemands étaient allés jusqu'à Vorep, à 15 km de Grenoble. Ils étaient allés jusque là. Et ils étaient dans le pays. Et quand je suis arrivé, mon père était pharmacien, il y avait 2 soldats allemands qui achetaient des médicaments. Alors j'ai fait un signe de ne pas pousser de grandes exclamations pour me faire repérer. Et puis après, bon, ben, j'ai retrouvé ma famille. Et alors je me suis, le jour d'après, renseigné à Grenoble auprès des autorités militaires de Grenoble, qui finalement m'ont dit qu'il y avait des restes quelques restes du bataillon, très très peu, à Tourtoirac en Dordogne, à 40 km de Périgueux, près de Hautefort. Et j'ai eu un laissez-passer, j'ai pu, par le train, gagner. On est venu me chercher en voiture, je ne sais où, à Périgueux probablement, et puis j'ai gagné Tourtoirac, où j'ai passé un mois. Évidemment, on n'avait pas grand-chose à faire à Tourtoirac, puisque on était une vingtaine à peu près, c'est tout ce qu'on était. Et au début de septembre, comme moi j'étais officier de réserve, et j'avais terminé mes 2 ans de service, eh bien, je me suis fait démobiliser et j'ai repris les études de droit que j'avais déjà ma licence en droit, j'ai repris le doctorat à la faculté de Lyon et puis j'ai fait aussi l'école des sciences politiques qui avait détaché une annexe à Lyon en raison de la zone occupée. Et grâce à ça, j'ai revu un tas de détails depuis, parce que comme j'étais officier de réserve, j'avais fait la préparation militaire. Alors j'ai fait 6 mois à Saint-Mexan, 6 mois d'école à Saint-Mexan. J'en suis sorti en avril 1938 aspirant. Et d'après mon rang de sortie, j'ai choisi le 24e bataillon de chasseurs alpins à Villefranche-sur-Mer. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Villefranche-sur-Mer. Mais c'était déjà l'alerte un peu avant la déclaration de guerre. Et on était dans la montagne, à Peracave et Cavade-Vieille, à la frontière italienne, puisqu'en principe on était fait pour défendre la frontière italienne. On n'était pas fait pour
pour aller se battre sur la Somme. Si vous permettez. Et ma soeur est encore à Voiron, Madame Berthaud. Oui, oui. Et le 24e BCA dominait depuis cet endroit, ils interdisaient le passage. Et ils avaient 2 points d'appui au nord du canal, donc ici, et 2 points d'appui au sud. Et